Il y a une forme de silence qui parle plus fort que tous les mots, une présence qui touche l'âme sans jamais forcer, une influence qui transforme sans jamais manipuler. Tu l'as peut-être ressenti en présence de certaines personnes, cette capacité étrange qu'elles ont de te faire sentir compris, écouté, vu, sans qu'elles aient besoin de prouver quoi que ce soit. Leur simple présence crée un espace où quelque chose de profond peut émerger. Ce n'est pas du charisme superficiel, ce n'est pas une technique apprise dans un livre de communication, c'est quelque chose de bien plus mystérieux, de bien plus puissant. Jung a passé sa vie à étudier cette force invisible qui permet à certains êtres de toucher l'inconscient des autres, de créer des ponts entre les âmes, de communiquer à un niveau que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Et ce qu'il a découvert va bouleverser tout ce que tu crois savoir sur la communication, la persuasion, l'influence. Parce que la vraie question n'est pas comment convaincre les autres, mais pourquoi tes mots ne touchent-ils jamais vraiment l'âme de ceux qui t'écoutent? Pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré toute ta logique, malgré toute ton intelligence, il y a ce mur invisible entre toi et les autres? Ce mur que tu sens, mais que tu ne peux pas nommer. Cette distance que tu essaies de combler avec plus de mots, plus d'arguments, plus de techniques, alors qu'en réalité, tu creuses le fossé encore plus profond. Jung savait quelque chose que la plupart ignorent. Il savait que la communication véritable ne commence jamais par les mots, mais par quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond, quelque chose qui se passe dans les abîmes de l'inconscient, là où les masques tombent, là où la vérité nue se révèle sans filtre. Ce que tu vas découvrir dans cette exploration va transformer chaque conversation de ta vie, chaque interaction, chaque tentative de toucher l'autre. Parce que Jung, Freud, les neurosciences modernes, tous convergent vers une même vérité troublante. La communication persuasive authentique ne vient jamais de techniques apprises, de formules magiques, de manipulation consciente. Elle émerge de quelque chose de bien plus profond, de l'intégration psychologique, de la rencontre avec ta propre ombre, de l'acceptation de tes propres blessures. Les plus grands communicateurs de l'histoire, ceux qui ont vraiment touché l'humanité, ceux dont les mots résonnent encore des siècles plus tard, n'étaient pas des manipulateurs habiles. C'étaient des êtres qui avaient traversé leur propre nuit obscure, qui avaient rencontré leurs démons intérieurs, qui avaient intégré leurs contradictions. Frankl l'a démontré dans les camps de concentration. Celui qui a trouvé son sens, celui qui a affronté sa propre mortalité, celui qui a accepté sa vulnérabilité, celui-là communique sans effort. Sa présence seule devient un message. Son authenticité devient magnétique. Damasio l'a confirmé par ses recherches sur les marqueurs somatiques. Ton corps sait, avant même que ton esprit conscient le réalise, si celui qui te parle est authentique ou s'il joue un rôle. Et cette détection se fait en millisecondes, dans des régions du cerveau que tu ne contrôles pas. C'est pourquoi tous les cours de communication du monde ne te serviront à rien si tu n'as pas fait ce travail intérieur, si tu n'as pas plongé dans tes propres abîmes. Ce que je vais te révéler maintenant, ce sont 7 principes psychologiques profonds que les grands penseurs maîtrisaient intuitivement, sans même les formuler consciemment. Cette porte vers une communication qui touche l'âme, qui transforme, qui libère. Pas 7 techniques à appliquer mécaniquement. 7 révélations sur ta propre psyché qui, une fois intégrées, changeront naturellement ta façon d'être avec les autres. Tu vas comprendre pourquoi certains touchent l'âme sans forcer, pourquoi d'autres, malgré toute leur intelligence, restent dans la superficialité. Tu vas découvrir comment ton inconscient communique plus que tous tes mots, comment ton corps trahit ce que ton ego essaie de cacher, comment ton silence peut être plus puissant que 1000 discours. Ledoux a démontré que nos circuits émotionnels réagissent à des signaux que notre conscience ne perçoit même pas. Barrett a révélé que notre cerveau construit nos émotions à partir de prédictions basées sur l'expérience passée. Lieberman a prouvé que nous sommes des êtres profondément sociaux, câblés pour la connexion, mais que cette connexion ne peut se faire que dans l'authenticité. Et Jung, avant tous ces neuroscientifiques, avait déjà compris l'essentiel. Que la communication véritable est un dialogue d'inconscient à inconscient,
un pont entre deux âmes qui se reconnaissent au-delà des masques. Prépare-toi à voir la communication d'une façon que tu n'as jamais imaginée. Prépare-toi à comprendre pourquoi tu as tant de mal à te faire entendre. Et prépare-toi surtout à découvrir que la solution n'est pas dans les mots, mais dans le silence intérieur d'où émergent les vrais mots, ceux qui touchent, ceux qui transforment, ceux qui libèrent. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. La communication authentique ne commence pas par ce que tu dis aux autres, elle commence par ce que tu es capable de te dire à toi-même. Et ce que tu es capable de te dire dépend directement de ce que tu as eu le courage d'affronter en toi. Jung l'a formulé avec une clarté dérangeante. Celui qui n'a pas rencontré son ombre parle avec des masques. Celui qui n'a pas intégré ses parts refusées communique à travers des projections. Celui qui fuit ses propres démons ne peut que projeter ses démons sur les autres. Et cette projection crée un mur invisible mais impénétrable entre toi et celui que tu essaies de toucher. Pense à toutes ces conversations où tu sens que quelque chose ne passe pas, où malgré tous tes efforts, l'autre reste fermé, distant, méfiant. Ce n'est pas parce que tes mots sont mauvais, c'est parce que ton inconscient envoie des signaux contradictoires. Ton ego dit une chose, mais ton ombre en murmure une autre, et l'inconscient de l'autre capte cette dissonance avant même que sa conscience ne l'analyse. Damasio a démontré que nos marqueurs somatiques détectent l'authenticité en une fraction de seconde. Ton corps sait si celui qui te parle est en accord avec lui-même ou s'il joue un rôle. Et ton corps réagit en conséquence, en s'ouvrant ou en se fermant, en faisant confiance ou en se méfiant, bien avant que ton esprit rationnel n'ait formulé un jugement conscient. Celui qui n'a pas rencontré son ombre parle avec des masques, et les masques ne peuvent jamais créer de vraies connexions. Freud avait compris que nous utilisons des mécanismes de défense pour éviter d'affronter nos vérités inconfortables. Le refoulement, la projection, le déplacement, la rationalisation. Tous ces mécanismes créent une distance entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous prétendons être. Et cette distance, les autres la sentent. Ils ne peuvent peut-être pas la nommer, ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer, mais ils la sentent dans leur corps, dans leurs tripes. C'est pourquoi tant de communicateurs brillants, intelligents, articulés, restent froids, distants, peu convaincants. Parce qu'il y a une partie d'eux qu'ils refusent de voir, une partie qu'ils ont rejetée dans l'ombre, et cette partie non intégrée sabote toute tentative de connexion authentique. Jung disait que l'ombre contient tout ce que nous avons refusé d'accepter en nous, nos peurs, nos colères, nos hontes, nos désirs inavouables, nos faiblesses inavouées. Et tant que nous n'avons pas intégré ces parts, tant que nous ne les avons pas reconnues, acceptées, embrassées même, nous ne pouvons pas communiquer authentiquement, parce que nous sommes occupés à maintenir une façade, à protéger une image, à cacher une vérité qui transparaît malgré tous nos efforts. Frankl l'avait compris dans sa logothérapie. L'authenticité existentielle est la base de toute influence véritable. Celui qui se ment à lui-même ne peut pas dire la vérité aux autres, même s'il le voulait. Les recherches en neurosciences sociales confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Lieberman a montré que notre cerveau détecte l'incongruence entre les mots et les signaux non-verbaux en quelques millisecondes. Quand il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que ton corps exprime, entre tes mots et ton énergie, l'autre le sent immédiatement. Et cette sensation crée une méfiance inconsciente qui rend toute persuasion impossible. C'est pourquoi les manipulateurs, même les plus habiles, finissent toujours par être démasqués. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les signaux que leur inconscient envoie. Leur corps les trahit, leurs micro-expressions les trahissent, l'énergie qu'ils dégagent les trahit, et l'inconscient de l'autre capte ces signaux avant même que la conscience ne les traite. Voilà pourquoi tant de cours de communication sont inutiles. Ils t'apprennent à contrôler tes mots, à peaufiner tes arguments, à maîtriser ta gestuelle, mais ils ne t'apprennent jamais à intégrer ton ombre, à accepter tes contradictions, à embrasser ta vulnérabilité. Ils te donnent des techniques superficielles quand ce dont tu as besoin, c'est d'une transformation profonde. Jung disait que l'individuation est le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment.
en intégrant tous les aspects de notre psyché, y compris ceux que nous avons rejetés. Et c'est seulement à travers ce processus que nous pouvons communiquer avec authenticité, avec puissance, avec impact. Attends de comprendre ce que cela révèle sur tes conversations quotidiennes. Chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un, chaque fois que tu t'efforces de persuader, chaque fois que tu cherches à impressionner, tu es probablement en train de projeter quelque chose que tu n'as pas intégré en toi. Peut-être un besoin de validation que tu n'as jamais reçu, peut-être une insécurité que tu refuses d'affronter, peut-être une peur du rejet que tu compenses par un excès de contrôle. Et l'autre sent cette projection. Il sent que tu ne parles pas vraiment de lui mais de toi, que tu ne cherches pas vraiment à le comprendre mais à combler ton propre vide. Adler avait identifié ce mécanisme dans son concept de compensation. Nous cherchons à surcompenser nos sentiments d'infériorité en essayant de dominer, de contrôler, d'impressionner. Mais cette compensation ne fait que révéler la blessure sous-jacente. Et cette blessure non cicatrisée crée une barrière invisible dans toute communication. Voilà le premier secret des grands penseurs. Ils avaient fait ce travail d'intégration. Ils avaient rencontré leur ombre, accepté leurs contradictions, embrassé leur vulnérabilité. Et c'est précisément cette intégration qui leur donnait cette présence magnétique, cette authenticité touchante, cette capacité de parler à l'âme plutôt qu'à l'ego. Parce qu'ils ne cherchaient plus à prouver quoi que ce soit, ils n'avaient plus rien à cacher, ils n'avaient plus peur d'être vus tels qu'ils étaient vraiment. Et cette absence de peur, cette transparence psychique, c'est ça la vraie persuasion. Maintenant, voici où cela devient vraiment profond. La communication la plus puissante n'est pas celle qui se fait avec des mots, mais celle qui se fait d'inconscient à inconscient, dans le silence de la présence, dans l'espace qui s'ouvre entre deux êtres qui s'écoutent vraiment. Freud l'avait compris dans sa pratique analytique. Il parlait d'attention flottante, cette capacité à écouter sans juger, sans interpréter trop vite, sans projeter ses propres contenus. Une écoute qui laisse l'autre se révéler dans son mystère, dans sa complexité, dans sa vérité nue. Et cette écoute, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est la forme de communication la plus transformatrice qui existe. Parce qu'elle crée un espace où l'autre peut enfin être lui-même, sans masque, sans défense, sans peur d'être jugé. Et dans cet espace, quelque chose de magique se produit. L'autre s'ouvre, l'autre se révèle, l'autre trouve ses propres réponses. Pas parce que tu les lui as données, mais parce que ta présence silencieuse a créé les conditions pour qu'elles émergent. Jung appelait cela la fonction transcendante, cette capacité de la psyché à trouver ses propres solutions quand on lui offre un espace sécurisant pour explorer ses contradictions. Et cet espace, c'est l'écoute véritable qui le crée, pas l'écoute qui attend son tour pour parler, pas l'écoute qui analyse et juge, pas l'écoute qui prépare sa réponse, mais l'écoute qui accueille, qui reçoit, qui honore le mystère de l'autre. L'écoute véritable ne vient pas des oreilles, mais de l'âme qui reconnaît l'âme. Siegel a démontré dans ses recherches sur la neurobiologie interpersonnelle qu'il existe une résonance neuronale entre deux êtres qui s'écoutent authentiquement. Les circuits cérébraux se synchronisent, les rythmes cardiaques s'alignent, les états émotionnels convergent. C'est comme si les deux systèmes nerveux formaient temporairement un seul système, un champ unifié où l'information circule sans résistance. Et dans cet état de résonance, la communication devient presque télépathique. Tu sais ce que l'autre ressent avant même qu'il le formule. Tu comprends ce qu'il veut dire au-delà des mots qu'il utilise. Tu captes les nuances, les non-dits, les contradictions, les peurs cachées derrière les affirmations. Et cette compréhension profonde crée un lien qu'aucune technique de persuasion ne pourrait jamais créer, parce que l'autre sent qu'il est vraiment vu, vraiment entendu, vraiment compris. Et cette sensation est si rare, si précieuse, si transformatrice, qu'elle crée une ouverture immédiate, une confiance instantanée, une volonté de se révéler encore plus profondément. Lieberman a découvert dans ses recherches sur les neurosciences sociales que notre cerveau possède un réseau spécifique pour l'écoute empathique, distinct du réseau analytique.
Quand tu écoutes avec ton cerveau analytique, tu traites les mots comme des informations à comprendre, à évaluer, à réfuter ou à approuver. Mais quand tu écoutes avec ton cerveau empathique, tu ressens l'expérience de l'autre de l'intérieur, tu te mets à sa place, tu vibres à sa fréquence. Et cette différence, l'autre la sent immédiatement. Il sait si tu l'écoutes avec ta tête ou avec ton cœur. Il sait si tu cherches à comprendre ou si tu cherches simplement à répondre. Et cette distinction change tout, parce que celui qui se sent écouté avec le cœur s'ouvre. Celui qui se sent écouté avec la tête se ferme. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Freud avait découvert ce principe dans son travail avec les patients. Il avait remarqué que c'était dans le silence, dans les pauses, dans les moments où il ne disait rien, que les révélations les plus importantes émergeaient, parce que son silence n'était pas vide. C'était un silence plein, un silence attentif, un silence qui tenait l'espace, pour que l'inconscient de l'autre puisse se manifester. Et l'inconscient ne se manifeste jamais sous la pression, jamais dans la précipitation, jamais dans le bruit. Il se manifeste dans le silence, dans la patience, dans l'accueil. Mais voici ce que les neurosciences ont découvert qui change tout. Ton écoute n'est authentique que si tu es capable de silence intérieur. Dehaene a montré dans ses recherches sur la conscience que notre esprit est constamment occupé par un bavardage interne, un flux de pensées, de jugements, d'associations automatiques. Et tant que ce bavardage continue, tu ne peux pas vraiment écouter l'autre. Tu entends ces mots, mais tu es occupé à les filtrer à travers tes propres contenus mentaux, tes propres croyances, tes propres projections. L'écoute véritable exige un silence intérieur, une suspension du jugement, une capacité à mettre tes propres contenus de côté pour faire de la place à l'expérience de l'autre. Et ce silence intérieur ne s'apprend pas comme une technique. Il émerge de la méditation, de la contemplation, de l'introspection profonde. Il émerge du travail que tu as fait sur toi-même, de l'intégration de ton ombre, de l'acceptation de tes propres contradictions. Parce que c'est seulement quand tu es en paix avec toi-même que tu peux offrir cet espace de paix à l'autre. Adler parlait du sentiment communautaire, cette capacité à se sentir profondément connecté aux autres, à ressentir leur expérience comme aussi réelle et importante que la sienne. Et ce sentiment ne peut émerger que d'une sécurité intérieure profonde, d'une estime de soi qui n'a pas besoin de se prouver, d'une présence qui n'a rien à défendre. Attends de découvrir ce que cela signifie pour toutes tes tentatives de persuader les autres. Peut-être que tu n'as jamais vraiment écouté personne dans ta vie. Peut-être que tu as passé toutes tes conversations à attendre ton tour pour parler, à préparer tes arguments, à défendre tes positions. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tu n'as jamais vraiment touché personne, parce que la persuasion véritable ne commence jamais par ce que tu dis, mais parce que tu comprends. Et tu ne peux comprendre que si tu écoutes, vraiment, profondément, avec ton âme entière. Jung disait que la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois de la causalité, émergent souvent dans les moments d'écoute profonde, dans ces espaces de résonance où deux psychés s'ouvrent l'une à l'autre, comme si l'univers lui-même conspirait pour soutenir cette connexion authentique. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe. Peut-être que l'écoute véritable ouvre des portes dans la réalité elle-même, créant des possibilités qui n'existaient pas avant, permettant des transformations qui semblaient impossibles. Voilà le deuxième secret des grands penseurs. Ils savaient écouter, non pas comme une technique, mais comme un état d'être. Et cette écoute créait un espace où les autres pouvaient se transformer simplement en étant entendus, en étant vus, en étant accueillis dans leur vérité la plus profonde. Il y a quelque chose de troublant dans la façon dont certaines personnes communiquent. Elles n'ont pas besoin d'argumenter, de convaincre, de prouver. Leur simple présence porte un poids, une autorité, une force tranquille qui fait qu'on les écoute, qu'on les croit, qu'on les suit. Et cette autorité ne vient pas de leur statut social, de leur diplôme, de leur intelligence. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus rare. Elle vient du sens qu'elles ont trouvé dans leur propre existence.
Frankl l'a découvert de la manière la plus brutale qui soit, dans les camps de concentration nazis, dans l'enfer absolu où toute dignité humaine était méthodiquement détruite. Il a observé que ceux qui survivaient, ceux qui gardaient leur humanité même dans l'horreur, n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, ni les plus intelligents, ni les plus chanceux. C'étaient ceux qui avaient trouvé un sens à leur souffrance, un pourquoi qui justifiait leur comment, une raison de continuer qui transcendait la douleur immédiate. Et ces êtres, même dans la déchéance la plus totale, dégageaient une présence, une dignité, une force qui influençait tous ceux qui les approchaient. Leur communication n'était pas dans leurs mots, qui étaient rares. Elle était dans leur être même, dans cette conviction profonde que leur vie avait un sens, même dans l'absurdité la plus totale. Celui qui a trouvé son pourquoi persuade sans jamais convaincre. Jung avait compris que l'individuation, ce processus de devenir qui nous sommes vraiment, n'est possible que quand nous découvrons notre tâche unique dans ce monde, notre contribution singulière à l'évolution de la conscience collective. Et cette découverte change radicalement la nature de notre communication, parce que nous ne parlons plus pour nous valoriser, pour nous défendre, pour combler un vide intérieur. Nous parlons parce que nous avons quelque chose d'essentiel à transmettre, quelque chose qui vient d'un lieu plus profond que notre ego, quelque chose qui nous traverse plutôt que quelque chose que nous possédons. Et cette différence, les autres la sentent immédiatement. Ils sentent que tu n'es pas en train de leur vendre quelque chose, que tu n'essaies pas de les manipuler, que tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu partages simplement ta vérité, le fruit de ton chemin, l'essence de ce que tu as découvert en traversant ta propre nuit obscure. Et cette authenticité existentielle crée une résonance magnétique. Les autres sont attirés non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu es, non pas par tes arguments, mais par ta présence. Non pas par ta rhétorique, mais par ton intégrité. Davidson a démontré dans ses recherches sur la neuroplasticité que le cerveau des personnes qui ont trouvé un sens profond à leur existence présente des patterns d'activation différents. Il y a une cohérence neuronale, une intégration entre les différentes régions cérébrales qui se traduit par une stabilité émotionnelle, une clarté mentale, une présence qui rayonne naturellement. Ces personnes ne sont pas en conflit interne constant. Elles ne doutent pas constamment de leur choix. Elles ne cherchent pas constamment une validation externe. Elles sont ancrées dans quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et cet ancrage se manifeste dans chaque interaction, dans chaque mot, dans chaque geste. Adler parlait de la finalité fictive, cette image du futur qui guide nos actions présentes. Mais il y a une différence entre une finalité fictive névrotique qui cherche à compenser un sentiment d'infériorité et une finalité authentique qui émerge de notre nature la plus profonde. La première crée une communication forcée, tendue, artificielle. La seconde crée une communication fluide, naturelle, magnétique, parce qu'elle ne vient pas du besoin de prouver quelque chose, mais du désir de partager quelque chose d'essentiel. Camus avait compris que l'absurdité de l'existence n'est pas une raison de désespérer, mais une invitation à créer notre propre sens, à affirmer notre propre valeur face au néant. Et cette révolte créative, cette affirmation existentielle, donne à notre communication une profondeur, une urgence, une intensité qui touche quelque chose de primordial chez ceux qui nous écoutent. Parce qu'au fond, nous cherchons tous du sens. Nous cherchons tous une raison de continuer quand la vie devient difficile. Nous cherchons tous quelqu'un qui nous montre qu'il est possible de vivre avec intensité, avec authenticité, avec dignité, même dans un monde qui semble parfois dépourvu de sens. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui a fait ce travail, qui a trouvé son pourquoi, qui vit aligné avec sa vérité la plus profonde, quelque chose en nous se réveille. Nous sentons qu'une vie différente est possible. Que nous n'avons pas à nous contenter de la médiocrité, de la conformité, de l'existence superficielle, que nous pouvons nous aussi plonger dans nos propres abîmes et en ressortir transformés, porteurs d'une lumière qui éclaire le chemin des autres. Voilà pourquoi les vrais leaders,
Les vrais influenceurs, les vrais communicateurs ne sont jamais ceux qui ont appris des techniques dans des livres. Ce sont ceux qui ont traversé leur propre désert, qui ont affronté leurs propres démons, qui ont trouvé leur propre étoile polaire, et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que tu commences à comprendre que tout ce temps que tu as passé à essayer d'améliorer ta communication, c'était du temps mal investi. Ce n'est pas ta communication qui a besoin d'amélioration, c'est ton être, c'est ta relation avec toi-même, c'est le sens que tu donnes à ta propre existence. Si tu n'as pas trouvé ton pourquoi, tu peux apprendre toutes les techniques de persuasion du monde, tu resteras toujours dans la superficialité. Parce que la communication persuasive authentique ne se fabrique pas, elle émane. Elle émane de qui tu es vraiment, de ce que tu as traversé, de ce que tu as découvert dans tes propres abîmes. Jung disait que l'individuation est un impératif moral, pas un luxe psychologique. Que nous avons le devoir de devenir qui nous sommes vraiment, de réaliser notre potentiel unique, de contribuer à l'évolution de la conscience collective. Et quand nous prenons ce devoir au sérieux, quand nous nous engageons dans ce processus avec toute notre âme, notre communication change naturellement, elle devient plus authentique, plus puissante, plus touchante. Non pas parce que nous avons appris de nouvelles techniques, mais parce que nous sommes devenus des êtres plus intégrés, plus conscients, plus vivants. Et cette vivacité, cette plénitude, c'est ça la vraie persuasion. Les gens ne suivent pas tes arguments, ils suivent ton énergie, ta conviction, ta présence. Et cette présence ne peut venir que d'une vie vécue avec sens, avec intention, avec authenticité. Maintenant, plonge encore plus profondément dans ce mystère. Il y a quelque chose dans la façon dont les grands penseurs communiquent qui échappe à l'analyse rationnelle. Leurs mots semblent toucher quelque chose de primordial en nous, quelque chose qui existait avant le langage, quelque chose qui résonne avec une mémoire ancestrale. Jung l'avait compris avec son concept d'inconscient collectif. Il existe en nous des structures psychiques universelles, des archétypes qui organisent notre expérience du monde, qui donnent forme à nos émotions, qui guident nos comportements. Et ces archétypes ne sont pas des constructions intellectuelles. Ils sont des forces vivantes, des patterns énergétiques qui transcendent la culture, l'époque, l'individualité. Ils sont le langage de l'âme universelle. Et les grands communicateurs, consciemment ou inconsciemment, parlent ce langage. Ils utilisent des images, des métaphores, des symboles qui activent ces archétypes en nous. Ils ne parlent pas seulement à notre esprit rationnel, ils parlent à notre âme, à notre être profond, à cette partie de nous qui reconnaît les vérités éternelles sans avoir besoin de preuves, de logique, d'argumentation. Les grands communicateurs parlent en symboles que l'âme reconnaît depuis toujours. Pense aux paraboles du Christ, aux mythes grecs, aux contes de fées, aux rêves qui nous hantent. Ils utilisent tous un langage symbolique qui bypasse notre esprit critique et parle directement à notre inconscient. Et ce langage est universel. Tu peux raconter l'histoire du héros qui part en quête et doit affronter le dragon dans n'importe quelle culture, à n'importe quelle époque, et les gens comprendront immédiatement, non pas intellectuellement, mais viscéralement. Parce que cette histoire active l'archétype du héros en eux. Cette structure psychique qui organise notre expérience de la croissance, du défi, de la transformation. Freud avait découvert que nos rêves utilisent un langage symbolique pour communiquer des contenus inconscients. Un escalier n'est jamais juste un escalier dans un rêve. Il représente une transition, une élévation, un passage d'un état à un autre. Une maison n'est jamais juste une maison. Elle représente le soi, la psyché, l'identité. Et ce langage symbolique n'est pas arbitraire. Il émerge de structures profondes de notre psyché, de façon universelle dont les êtres humains organisent leur expérience. Barrett a démontré dans ses recherches que notre cerveau construit nos émotions à partir de prédictions basées sur notre expérience passée, mais aussi sur des structures plus profondes, plus anciennes, qui transcendent l'expérience individuelle. Quand tu entends une métaphore puissante, quand tu vois un symbole archétypal, ton cerveau active instantanément tout un réseau d'associations, de souvenirs, d'émotions, qui créent une compréhension immédiate et profonde.
Tu n'as pas besoin d'analyser, de décomposer, de comprendre intellectuellement. Tu sais, tu sens, tu reconnais. Et cette reconnaissance crée une connexion beaucoup plus puissante que n'importe quel argument logique. Parce qu'elle touche quelque chose de primordial, quelque chose qui existe avant le langage, quelque chose qui nous relie à toute l'humanité. Jung disait que quand nous activons un archétype, nous ne parlons plus seulement en notre nom personnel, nous canalisons une énergie collective, une sagesse qui transcende notre individualité. Et ceux qui nous écoutent le sentent. Ils sentent qu'ils ne sont pas seulement en train d'écouter une personne, mais qu'ils sont en train de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus significatif. Changeux a exploré dans ses recherches sur la neurobiologie de la conscience comment le cerveau traite le langage symbolique différemment du langage littéral. Le langage littéral active principalement les zones du cortex préfrontal, liées au raisonnement logique, à l'analyse, au traitement séquentiel de l'information. Mais le langage symbolique active un réseau beaucoup plus large, incluant les zones limbiques liées à l'émotion, les zones visuelles liées à l'imagination, les zones motrices liées à l'action. C'est comme si le symbole créait une expérience multidimensionnelle, où tu ne comprends pas seulement intellectuellement, mais où tu ressens, tu visualises, tu incarnes. Et cette expérience multidimensionnelle est infiniment plus mémorable, plus touchante, plus transformatrice qu'une simple transmission d'informations. Voilà pourquoi les grands communicateurs ne font jamais de longs discours rationnels, remplis de données, de statistiques, de preuves. Ils racontent des histoires, ils utilisent des métaphores, ils peignent des images mentales. Ils savent instinctivement que l'âme humaine ne se nourrit pas de faits, mais de sens, de beauté, de résonance émotionnelle. Jung a découvert quelque chose sur le langage qui explique pourquoi certains mots touchent l'âme et d'autres laissent indifférents. Il existe des mots chargés archétypalement, des mots qui portent en eux des millénaires de signification humaine. Lumière, ombre, voyage, quête, abîme, renaissance, sacrifice, rédemption. Ces mots ne sont pas neutres. Ils activent des structures profondes dans notre psyché. Quand tu les utilises, tu ne transmets pas seulement une information, tu éveilles une expérience. Tu ouvres une porte vers l'inconscient collectif. Et ceux qui t'écoutent ressentent cette ouverture. Ils sentent qu'on leur parle dans une langue qu'ils connaissent depuis toujours, une langue qui transcende les mots, qui touche directement l'âme. Adler avait observé que les métaphores que nous utilisons révèlent notre style de vie, notre façon fondamentale d'appréhender l'existence. Quelqu'un qui parle constamment en termes de combat, de victoire, de conquête, révèle un style de vie basé sur la compétition, sur le besoin de surmonter un sentiment d'infériorité. Quelqu'un qui parle en termes de croissance, de floraison, d'épanouissement, révèle un style de vie basé sur l'actualisation, sur la réalisation de son potentiel unique. Et ces métaphores ne sont pas seulement descriptives, elles sont créatives. Elles façonnent notre expérience du monde. Attends de comprendre ce que cela signifie pour ta propre communication. Peut-être que tu utilises un langage mort, un langage purement rationnel, un langage qui ne touche que la surface de l'esprit sans jamais pénétrer dans les profondeurs de l'âme. Peut-être que tu as oublié le langage des symboles, le langage des métaphores, le langage qui parle directement au cœur. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tes mots ne résonnent jamais vraiment, qu'ils sont entendus mais pas écoutés, compris intellectuellement mais pas ressentis viscéralement. Les enfants parlent naturellement ce langage symbolique. Leurs jeux sont remplis de métaphores, de transformations magiques, d'images vivantes. Mais en grandissant, nous perdons cette capacité. Nous apprenons à parler de façon littérale, rationnelle, logique. Et en perdant le langage des symboles, nous perdons la capacité de toucher l'âme. Jung disait que retrouver ce langage est essentiel pour l'individuation, pour devenir pleinement humain, parce que c'est le langage dans lequel l'inconscient communique, le langage dans lequel les grandes vérités se révèlent, le langage dans lequel la transformation devient possible. Voilà le 4e secret des grands penseurs.
Ils n'avaient jamais perdu, ou ils avaient retrouvé ce langage primordial, ce langage qui parle d'âme à âme, ce langage qui crée des ponts entre les êtres au niveau le plus profond de leur humanité commune. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux ici, quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ton corps communique ce que ton ego essaie désespérément de cacher. Chaque tension musculaire, chaque micro-expression, chaque variation dans le rythme cardiaque, chaque changement subtil dans la respiration, tout cela envoie des messages que les autres captent inconsciemment avant même que tu ouvres la bouche. Damasio a révolutionné notre compréhension de la conscience en démontrant que nos émotions ne sont pas simplement des états mentaux, mais des états corporels. Elles se manifestent d'abord dans le corps, à travers ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, ces sensations viscérales qui nous guident dans nos décisions, qui nous informent sur ce qui est bon ou dangereux pour nous, bien avant que notre esprit conscient n'ait analysé la situation. Et ces marqueurs somatiques ne mentent jamais. Ton corps sait si tu es authentique ou si tu joues un rôle. Ton corps sait si tu dis la vérité ou si tu mens, même un mensonge bien intentionné. Ton corps sait si tu es présent ou si ton esprit est ailleurs. Et tous ces signaux corporels sont transmis aux autres à travers 1000 canaux subtils que la conscience ne peut ni contrôler ni masquer complètement. Ton corps raconte l'histoire que ta bouche refuse de dire. Ledoux a démontré dans ses recherches sur les circuits émotionnels que notre amygdale, cette structure cérébrale ancienne, responsable du traitement des émotions, réagit aux signaux de danger ou de sécurité en quelques millisecondes, bien avant que notre cortex préfrontal n'ait eu le temps d'analyser la situation rationnellement. Quand tu es en présence de quelqu'un, ton amygdale scanne constamment son langage corporel, le ton de sa voix, ses micro-expressions, cherchant des indices sur ses véritables intentions. Et si elle détecte une incongruence, si elle sent que les mots ne correspondent pas aux signaux corporels, elle active instantanément une réponse de méfiance, de fermeture, de protection. L'autre ne sait peut-être pas consciemment pourquoi il ne te fait pas confiance, pourquoi quelque chose le met mal à l'aise, pourquoi il reste sur ses gardes. Mais son corps sait, son système nerveux sait. Et aucune technique de persuasion ne peut surmonter cette détection corporelle d'inauthenticité. Voilà pourquoi les manipulateurs, même les plus habiles, finissent toujours par échouer, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les signaux que leur corps envoie. Leur tension intérieure transparaît dans leur posture. Leur intention cachée se révèle dans leur micro-expression. Leur calcul mental se manifeste dans le timing légèrement décalé de leur réponse. Porges a développé la théorie polyvagale, qui explique comment notre système nerveux autonome régule notre capacité de connexion sociale. Il existe 3 états physiologiques de base. L'état ventral vagal, où nous nous sentons en sécurité, ouverts, capables de connexion authentique. L'état sympathique, où nous sommes en mode combat ou fuite, défensif, sur la vigilance, et l'état dorsal vagal, où nous nous figeons, nous dissocions, nous nous coupons de nos émotions, et nous passons constamment d'un état à l'autre en fonction des signaux de sécurité ou de danger que nous captons dans notre environnement. Mais voici ce qui est fascinant. Ces signaux ne sont pas conscients. Nous ne décidons pas intellectuellement si nous nous sentons en sécurité ou en danger. Notre système nerveux le détecte automatiquement, à travers des canaux subtils de communication corporelle. Le ton de la voix, le contact visuel, la posture, la proximité physique, tous ces éléments envoient des signaux de sécurité ou de danger qui régulent notre état physiologique. Et quand nous sommes dans un état ventral vagal, dans cet état de sécurité et d'ouverture, notre communication devient naturellement authentique, fluide, touchante. Mais quand nous sommes dans un état sympathique ou dorsal vagal, notre communication devient défensive, calculée, superficielle, peu importe nos intentions conscientes. Freud avait déjà compris que le corps est le grand révélateur du refoulé. Les symptômes psychosomatiques, les lapsus, les actes manqués, tous ces phénomènes montrent comment l'inconscient utilise le corps pour exprimer ce que la conscience refuse d'admettre.
Et cette communication corporelle de l'inconscient ne se limite pas aux symptômes dramatiques. Elle se manifeste dans chaque interaction, dans chaque conversation, dans chaque tentative de connexion. Ton corps exprime ton état intérieur réel, pas ton état intérieur désiré. Il exprime tes peurs, tes insécurités, tes besoins non satisfaits, tes désirs cachés. Et l'inconscient de l'autre capte ces expressions corporelles et y répond, créant une danse subtile de communication non verbale qui détermine le succès ou l'échec de toute interaction bien plus que les mots échangés. Jung disait que le corps est le lieu où l'inconscient se manifeste, où les contenus refoulés cherchent à émerger, où la psyché devient visible. Et cette visibilité de l'inconscient à travers le corps rend impossible toute communication vraiment manipulatrice. Parce que tu ne peux pas tromper le corps de l'autre, tu ne peux pas tromper son système nerveux, tu ne peux pas tromper son amygdale. Lequel de ces principes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience. Voilà où cela devient crucial pour ta propre transformation communicative. Si tu veux vraiment toucher les autres, si tu veux vraiment influencer, si tu veux vraiment créer des connexions authentiques, tu dois d'abord travailler sur ton état intérieur. Tu dois apprendre à réguler ton système nerveux, à cultiver cet état ventral vagal de sécurité et d'ouverture, à développer une présence corporelle qui communique authentiquement ta bienveillance, ta présence, ta disponibilité. Et cela ne se fait pas en contrôlant consciemment ta posture ou tes expressions faciales. Cela se fait en travaillant sur tes peurs profondes, sur tes insécurités, sur tes besoins non satisfaits. Cela se fait à travers la méditation, la respiration consciente, le travail corporel, toutes ces pratiques qui t'aident à habiter pleinement ton corps, à ressentir tes émotions sans les réprimer, à être présent à toi-même avant d'être présent aux autres. Davidson a montré que la méditation régulière modifie les patterns d'activation cérébrale, augmentant l'activité dans les régions associées à la régulation émotionnelle, à l'empathie, à la présence consciente. Et ces changements neuraux se manifestent dans le corps, créant une présence qui rayonne naturellement sécurité et authenticité. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement. La communication authentique est une communication incarnée. Elle vient d'un être qui habite pleinement son corps, qui ressent pleinement ses émotions, qui accepte pleinement sa vulnérabilité. Et cette incarnation crée une présence magnétique que aucune technique ne peut reproduire. Parce que l'autre sent qu'il est en présence de quelqu'un de vraiment vivant, de vraiment présent, de vraiment disponible. Et cette sensation crée instantanément un espace de confiance, un espace où la communication peut se déployer dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse, dans toute sa puissance transformatrice. Voilà le 5e secret des grands penseurs. Ils étaient pleinement incarnés. Ils habitaient leur corps avec conscience, avec acceptation, avec gratitude. Et cette incarnation se manifestait dans chaque geste, chaque regard, chaque mot. Ce n'était pas une performance. C'était simplement l'expression naturelle d'un être qui avait intégré tous les aspects de lui-même, y compris et surtout son corps, ce temple où l'âme se révèle, où l'inconscient se manifeste, où la vérité se dit sans mots. Maintenant, prépare-toi à entendre quelque chose qui va défier tout ce que notre culture te dit sur la force, sur le pouvoir, sur l'influence. La vulnérabilité est la force suprême de l'influence. Pas la vulnérabilité comme faiblesse, pas la vulnérabilité comme victimisation, pas la vulnérabilité comme manipulation émotionnelle, mais la vulnérabilité comme courage d'être soi-même, comme acceptation de son humanité, comme transparence psychique qui ne cache rien parce qu'elle n'a rien à cacher. Jung l'avait compris avec une clarté dérangeante. L'intégration de l'ombre, ce processus par lequel nous reconnaissons et acceptons nos parts rejetées, nos faiblesses, nos contradictions, nos échecs, c'est précisément ce processus qui nous rend vraiment puissants. Parce qu'une fois que nous avons accepté nos ombres, nous n'avons plus peur d'être vus tels que nous sommes vraiment. Nous n'avons plus besoin de maintenir une façade, de projeter une image, de contrôler ce que les autres pensent de nous.
Cette libération de la peur du jugement crée une présence d'une force incroyable. Parce que nous sommes enfin libres d'être authentiques, d'exprimer notre vérité, de montrer notre humanité dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres, ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs. Les âmes les plus influentes sont celles qui ont eu le courage de montrer leurs fêlures. Cyrulnik a passé sa vie à étudier la résilience, cette capacité mystérieuse de certains êtres à traverser des traumatismes terribles et à en ressortir non pas brisés, mais transformés, porteurs d'une sagesse, d'une profondeur, d'une compassion qui n'existait pas avant. Et il a découvert que la résilience n'est pas une invulnérabilité, c'est précisément le contraire. C'est la capacité à accepter sa vulnérabilité, à reconnaître ses blessures, à intégrer ses traumatismes, plutôt qu'à les nier ou à les fuir. Et cette acceptation de la blessure transforme la blessure en sagesse, la douleur en compassion, la fragilité en force. Les êtres qui ont traversé l'enfer et ont eu le courage d'en parler, de montrer leurs cicatrices, de partager leur processus de guérison, ce sont précisément ces êtres qui touchent le plus profondément les autres. Parce qu'ils offrent quelque chose de rare et de précieux, l'espoir, la preuve vivante qu'il est possible de survivre, de guérir, de se transformer. Et cette preuve n'est pas dans leurs mots, elle est dans leur présence même, dans cette profondeur qui émane d'eux, dans cette compassion qui naît de la compréhension intime de la souffrance. Adler avait identifié le complexe d'infériorité comme une force motrice fondamentale du comportement humain. Nous cherchons tous à surmonter nos sentiments d'infériorité, à compenser nos faiblesses, à prouver notre valeur. Mais il y a deux façons de gérer ce complexe. La première est de le nier, de le cacher, de construire une façade de supériorité qui masque l'insécurité sous-jacente. Et cette stratégie crée une communication froide, défensive, peu touchante. La seconde est de l'accepter, de le reconnaître, de le transformer en motivation pour grandir, pour apprendre, pour devenir meilleur. Et cette stratégie crée une communication humble, authentique, profondément humaine, parce qu'elle reconnaît notre humanité commune, notre lutte partagée, notre vulnérabilité universelle. Et cette reconnaissance crée un pont entre les âmes, une connexion qui transcende les différences superficielles pour toucher ce qui est fondamentalement humain en nous tous. Frankl l'a vécu dans sa chair. Dans les camps, ceux qui prétendaient être invulnérables, qui cachaient leur peur, qui niaient leur souffrance, s'effondraient rapidement. Mais ceux qui acceptaient leur vulnérabilité, qui pleuraient quand ils avaient besoin de pleurer, qui admettaient leur désespoir, qui cherchaient du soutien dans la connexion avec les autres, ceux-là survivaient, parce que leur vulnérabilité les gardait humains, les gardait connectés, les gardait vivants. Sénèque enseignait que la vraie force stoïcienne n'est pas l'invulnérabilité, mais l'acceptation de la vulnérabilité. L'acceptation que nous sommes mortels, que nous souffrirons, que nous perdrons ceux que nous aimons, que nous échouerons parfois. Et c'est précisément cette acceptation qui nous libère de la peur, qui nous permet de vivre pleinement, de nous engager complètement, de créer des connexions authentiques. Parce que nous n'avons plus rien à protéger, plus rien à prouver, plus rien à cacher. Nous sommes simplement humains, dans toute notre fragilité, dans toute notre beauté, dans toute notre profondeur. Et cette humanité nue crée une présence d'une puissance extraordinaire. Les autres sentent qu'ils peuvent baisser la garde en ta présence, qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'ils peuvent montrer leurs propres fêlures sans crainte de jugement. Et dans cet espace de vulnérabilité partagée, les vraies transformations deviennent possibles. Les vraies connexions s'établissent, la vraie communication émerge, celle qui touche l'âme, celle qui change les vies, celle qui crée des ponts entre les êtres au niveau le plus profond de leur humanité commune. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre façon de communiquer? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience. Attends de comprendre ce que Jung a révélé sur ceux qui touchent vraiment. Il a observé que les êtres les plus influents dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont vraiment transformé la conscience collective, n'étaient jamais des êtres invulnérables. C'étaient des êtres profondément blessés qui avaient eu le courage de transformer leurs blessures en sagesse, leurs douleurs en compassion,
leur fragilité en force, le Christ montrant ses stigmates, Bouddha admettant sa confusion face à la souffrance, Gandhi révélant ses doutes et ses luttes, Martin Luther King partageant ses peurs et ses angoisses. Tous ces êtres ont touché l'humanité précisément parce qu'ils n'ont jamais prétendu être au-dessus de la condition humaine. Ils ont plongé au cœur de cette condition. Ils ont accepté leur vulnérabilité. Et c'est précisément cette acceptation qui leur a donné cette présence, cette autorité, cette capacité de toucher des millions d'âmes à travers les siècles. Voilà le 6e secret des grands penseurs. Ils n'avaient pas peur de leur vulnérabilité. Ils la voyaient non pas comme une faiblesse à cacher, mais comme une force à embrasser, comme la source même de leur humanité, comme le pont qui les reliait à tous les autres êtres humains dans leur lutte partagée pour donner sens à cette existence mystérieuse et souvent douloureuse. Et maintenant, voici la révélation finale, celle qui va peut-être te bouleverser le plus profondément. Le silence conscient est la communication la plus puissante. Pas le silence défensif, celui qui se ferme par peur. Pas le silence passif-agressif, celui qui punit par l'absence. Pas le silence vide, celui qui ne sait simplement pas quoi dire. Mais le silence conscient, celui qui choisit de ne pas remplir l'espace avec des mots inutiles, celui qui crée un espace pour que quelque chose de plus profond puisse émerger, celui qui honore le mystère de l'autre en ne tentant pas de le réduire à des explications simplistes. Jung faisait une distinction cruciale entre différents types de silence. Le silence défensif émerge d'un ego blessé qui se protège en se retirant. Mais le silence individué émerge d'un soi intégré qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, qui est tellement en paix avec lui-même qu'il peut simplement être présent sans avoir besoin de remplir chaque instant avec des mots. Et ce silence individué crée un champ magnétique autour de celui qui le porte. Les autres sont attirés par cette présence silencieuse, par cette profondeur tranquille, par cette paix qui émane sans effort. Parce qu'ils sentent qu'en présence de cet être, ils peuvent enfin se reposer, se déposer, être simplement eux-mêmes, sans avoir besoin de performer, de prouver, de justifier leur existence. Celui qui maîtrise son silence maîtrise l'espace où naissent les vraies transformations. Freud avait découvert dans sa pratique analytique que c'est souvent dans les silences que les révélations les plus importantes émergent. Quand l'analyste arrête de parler, quand il crée un espace vide, l'inconscient du patient se précipite pour remplir ce vide, révélant des contenus qui n'auraient jamais émergé sous le flot constant des mots. Et ce principe s'applique à toute communication profonde. Les vraies vérités émergent dans les silences, dans les pauses, dans ces moments où nous arrêtons de forcer, de contrôler, de diriger la conversation, et où nous laissons simplement l'espace pour que quelque chose d'inattendu puisse se révéler. Dehaene a étudié comment l'attention consciente fonctionne, et il a découvert que notre esprit ne peut vraiment se focaliser que quand il y a des moments de silence, des pauses dans le flux constant d'informations. Sans ces pauses, tout devient bruit, confusion, surcharge cognitive. Les silences sont essentiels non seulement pour que les autres puissent intégrer ce que tu dis, mais aussi pour que toi-même tu puisses rester connecté à ta propre profondeur, à ta propre source, à cette sagesse intérieure qui ne parle jamais dans le tumulte mais seulement dans le silence. Camus avait compris que le silence face à l'absurde n'est pas une capitulation, mais une forme d'affirmation existentielle. Refuser de remplir le vide avec des explications faciles, avec des consolations superficielles, avec des certitudes illusoires, c'est honorer la profondeur du mystère, c'est respecter la complexité de l'existence, c'est reconnaître que certaines questions n'ont pas de réponse simple et que c'est précisément dans cette reconnaissance que réside notre dignité humaine. Marco Aurelio pratiquait cette forme de silence stoïcien, cette capacité à rester calme et centré face au chaos, à ne pas réagir impulsivement, à créer un espace intérieur de paix d'où émergent les vraies décisions, les vraies paroles, les vraies actions.
Et ce silence intérieur se manifeste extérieurement comme une présence d'une stabilité remarquable, d'une sagesse tranquille, d'une force paisible, qui ne se laisse pas emporter par les émotions du moment, mais reste ancrée dans quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vrai. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer à jamais ta façon de communiquer. Le silence conscient crée un champ magnétique parce qu'il est tellement rare dans notre monde hyper connecté, sursaturé d'informations, obsédé par la communication constante. Tout le monde parle, tout le monde a une opinion, tout le monde cherche à convaincre, à persuader, à se faire entendre. Mais qui écoute vraiment, qui crée vraiment de l'espace pour l'autre, qui honore vraiment le mystère de l'existence en ne tentant pas de le réduire à des formules simplistes. Celui qui maîtrise le silence conscient se démarque immédiatement, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il ne dit pas, par les espaces qu'il crée, par la profondeur qu'il porte, par la paix qu'il rayonne. Et cette différence attire naturellement ceux qui cherchent quelque chose de plus profond que le bavardage superficiel, quelque chose de plus nourrissant que les opinions à la mode, quelque chose de plus transformateur que les techniques de développement personnel. Ils cherchent une présence authentique, une profondeur réelle, un silence habité qui parle plus fort que tous les mots. Jung disait que l'individuation est un processus silencieux, qu'elle ne se fait pas dans le bruit, dans l'agitation, dans le constant besoin de s'exprimer. Elle se fait dans la contemplation, dans l'introspection, dans ces moments silencieux où nous plongeons dans nos propres profondeurs et où nous rencontrons ce que nous sommes vraiment. Et voici la beauté paradoxale de tout cela. Quand tu maîtrises le silence conscient, quand tu apprends à créer ces espaces de profondeur, ta communication verbale devient infiniment plus puissante. Parce que chaque mot émerge du silence, chaque phrase porte le poids de la réflexion, chaque affirmation vient d'un lieu de certitude intérieure plutôt que d'un besoin de convaincre. Tu ne parles plus pour remplir le vide, pour prouver ta valeur, pour dominer la conversation. Tu parles parce que tu as quelque chose d'essentiel à transmettre, quelque chose qui a mûri dans le silence de ta contemplation intérieure, quelque chose qui vient d'un lieu plus profond que ton ego. Et cette qualité de parole transforme tout. Les autres écoutent différemment. Ils sentent que chaque mot compte, que rien n'est superflu, que tout émerge d'une profondeur authentique. Et cette sensation crée une attention, une réceptivité, une ouverture qui rend la vraie communication possible. Celle qui transforme, celle qui libère, celle qui touche l'âme dans ses recoins les plus profonds et réveille quelque chose qui dormait, qui attendait, qui espérait secrètement qu'une voix authentique se fasse entendre dans le vacarme assourdissant de notre époque. Tu vois maintenant pourquoi tant de tes tentatives de communication échouent. Pourquoi, malgré tous tes efforts, tes mots ne touchent jamais vraiment? Pourquoi les autres restent fermés, méfiants, peu convaincus? Ce n'est pas parce que tu ne connais pas les bonnes techniques. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas les bons mots. C'est parce que tu n'as pas encore fait ce travail intérieur profond que tous les grands penseurs ont dû faire. L'intégration de l'ombre, l'acceptation de la vulnérabilité, le développement du silence conscient, la découverte du sens existentiel, l'apprentissage du langage symbolique, l'incarnation pleine et entière de ton être. Ce sont ces transformations intérieures qui créent la communication authentique, pas les techniques externes, pas les formules magiques, pas les stratégies de persuasion. Jung le répétait constamment. Le travail thérapeutique le plus efficace qu'il puisse faire avec ses patients n'était pas de leur dire quoi faire, de leur donner des conseils, de leur offrir des solutions. C'était simplement d'être pleinement présent, pleinement authentique, pleinement humain. Et cette présence créait un espace où ces patients pouvaient faire leur propre travail d'individuation, découvrir leur propre vérité, trouver leur propre chemin. Voilà le 7e et dernier secret des grands penseurs. Ils savaient que leur plus grande contribution n'était pas dans leurs mots, aussi brillants soient-ils. Elle était dans leur présence, dans cette qualité d'être qu'ils avaient cultivée à travers des années d'introspection, de travail sur eux-mêmes, d'acceptation de leur humanité dans toute sa complexité. Alors maintenant, tu es devant un choix. Tu peux continuer à chercher des techniques de communication, à accumuler des stratégies de persuasion, à apprendre des formules magiques qui promettent de te rendre plus influent,
plus convaincant, plus charismatique, où tu peux faire le vrai travail. Le travail qui fait peur parce qu'il exige de plonger dans tes propres abîmes, de rencontrer ton ombre, d'accepter ta vulnérabilité, de trouver ton pourquoi existentiel. Ce travail ne donne pas de résultats immédiats. Il ne se mesure pas en techniques acquises ou en formules maîtrisées. Il se mesure en transformation intérieure, en profondeur acquise, en présence développée. Mais c'est ce travail, et seulement ce travail, qui transformera vraiment ta communication. Parce qu'il te transformera toi. Il fera de toi un être plus intégré, plus conscient, plus vivant. Et cette transformation intérieure se manifestera naturellement dans chaque interaction, dans chaque conversation, dans chaque tentative de toucher l'autre. Tu n'auras plus besoin de technique parce que tu seras devenu la technique. Tu n'auras plus besoin de stratégie parce que ta présence même sera la stratégie. Tu n'auras plus besoin de convaincre parce que ton authenticité sera convaincante par elle-même. Frankl disait que celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et je te dis maintenant, celui qui a fait ce travail intérieur peut communiquer n'importe quoi à n'importe qui, parce qu'il ne communique plus à partir de son ego, de ses peurs, de ses besoins non satisfaits. Il communique à partir de son être profond, de sa sagesse acquise, de son amour de la vérité. Et cette communication touche l'âme parce qu'elle vient de l'âme. Elle transforme parce qu'elle est elle-même transformée. Elle libère parce qu'elle est elle-même libérée des chaînes de l'ego, des masques de la persona, des projections de l'ombre. Les grands penseurs ne cherchaient pas à persuader. Ils n'avaient pas d'agenda caché. Ils ne manipulaient pas. Ils partageaient simplement le fruit de leur propre individuation, de leur propre travail intérieur, de leur propre transformation. Et ce partage touchait les âmes parce qu'il était authentique, vulnérable, profond. Il venait d'un lieu de vérité intérieure qui résonnait avec la vérité intérieure de ceux qui les écoutaient. Et c'est cette résonance, cette reconnaissance d'âme à âme qui crée la vraie communication, celle qui transforme, celle qui libère, celle qui fait de nous des êtres plus pleinement humains. Maintenant tu comprends le secret. La communication persuasive n'est pas une technique à apprendre, c'est une présence à cultiver. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Et devenir cet être authentique, intégré, présent, c'est le travail d'une vie. Un travail qui commence par la décision courageuse de regarder en face ton ombre, d'accepter ta vulnérabilité, de trouver ton sens, de développer ton silence intérieur, d'incarner pleinement ton être. Ce travail ne se fait pas seul. Il exige des guides, des mentors, une communauté de chercheurs qui font le même chemin. Il exige de la patience, de la persévérance, de la compassion envers toi-même dans ce processus long et parfois douloureux. Mais c'est le seul chemin vers une communication qui touche vraiment, qui transforme vraiment, qui libère vraiment. Tout le reste n'est que manipulation superficielle qui peut fonctionner momentanément, mais qui finira toujours par échouer, parce qu'elle ne vient pas d'un lieu authentique, d'un lieu de vérité, d'un lieu de profondeur réelle. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur communicative. Quelle phrase t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres. Parce que ce travail se fait mieux ensemble, dans le miroir que les autres nous tendent, dans la résonance que crée la vulnérabilité partagée, dans cet espace sacré où les âmes se rencontrent au-delà des masques. Jung savait que l'individuation, bien qu'étant un processus profondément personnel, ne peut se faire dans l'isolement. Nous avons besoin des autres pour nous révéler nos angles morts, pour nous confronter à nos projections, pour nous soutenir dans notre traversée de la nuit obscure. Et dans cette communauté d'âmes qui cherchent ensemble, qui partagent leur vulnérabilité, qui s'encouragent mutuellement dans ce travail difficile mais essentiel, la transformation devient possible, non pas comme un idéal lointain, mais comme une réalité vivante qui se déploie à chaque instant, dans chaque conversation authentique, dans chaque moment de présence consciente, dans chaque silence habité qui parle plus fort que tous les mots.